Un volcan endormi brise enfin le silence et livre un chiffre qui bouscule tous les modèles établis. En quelques heures, le Burkina Faso passe du statut de pays marginal à celui de pivot, porté par un gisement de diamants comme aucun marché n'en a jamais vu. Mais que signifie vraiment ce choc silencieux pour un peuple et pour Ibrahim Traoré, pris entre promesses de puissance et risque de prédation? À partir de cette faille ouverte dans la roche, c'est tout l'équilibre des forces régionales et mondiales qui commence à trembler. La découverte qui bouleverse le Burkina Faso ne repose pas seulement sur l'ampleur du gisement, mais sur la promesse implicite qu'elle transporte: transformer une ressource exceptionnelle en pouvoir durable. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, le gouvernement affirme vouloir instaurer une gestion transparente, ancrée dans la souveraineté et dans la maîtrise locale des bénéfices. Cette ambition, si elle se concrétise, pourrait redéfinir les marges de manœuvre d'un pays longtemps perçu comme vulnérable. Mais derrière l'espoir, une équation apparaît, nette et exigeante. Garantir que la richesse minérale ne devienne ni fracture interne ni point d'entrée pour de nouvelles influences extérieures. L'enjeu, à ce stade, dépasse la géologie. Il concerne la stabilité politique, la cohésion sociale et la capacité d'un État jeune à imposer son tempo face à des puissances qui observent, analysent et se préparent à agir. On peut alors se demander si chaque promesse faite devant les caméras pourra-t-elle résister à la pression invisible qui s'exerce déjà dans les couloirs diplomatiques. Les premières heures après la découverte livrent un double révélateur. Les capteurs enregistrent des zones de densité minérale impossibles à modéliser. Et moins de 3 heures suffisent pour placer Ouagadougou en état d'alerte scientifique. Ce contraste entre vitesse et immensité fixe immédiatement le ton d'un événement que personne n'avait anticipé. Ce qui n'aurait pu être qu'un simple relevé technique se transforme soudain en basculement national. Les hélicoptères sécurisent que le volcan Somangé. Les équipes burkinabées et chinoises confirment l'impensable. Et une certitude s'impose. Le pays entre dans l'histoire. Dans la soirée, Ibrahim Traoré apparaît à la télévision, calme, précis, affirmant que cette découverte n'est pas un trésor à vendre, mais une épreuve collective. Cette phrase, reprise dans les marchés et les villages, devient la rampe d'accès à une nouvelle perception du destin national. À partir de ce moment, la dynamique s'amplifie. Les notes diplomatiques circulent entre Washington, Paris, Pékin et Moscou, actant que le centre de gravité régional se déplace. Les marchés financiers enregistrent une tension inhabituelle, tandis que les analystes évoquent déjà un levier stratégique pour l'Afrique. Pourtant, au-delà du spectacle géopolitique, un autre récit se forme dans les rues, celui d'un peuple qui voit enfin la possibilité de passer de la survie à la projection. Les étudiants brandissent des drapeaux, les anciens racontent que les ancêtres auraient osé garder ce secret pour le moment présent, et une unité émotionnelle inédite se diffuse. Le contexte se clarifie alors. Cette découverte ne touche pas seulement l'économie ou la science, elle agit comme un prisme. Elle révèle la fragilité d'un ancien ordre, éclaire les marges d'action d'un État en reconstruction et place chaque acteur, population, gouvernement, partenaires étrangers, dans une configuration nouvelle, tendue mais porteuse de potentialité. Dans les heures suivant la révélation, plusieurs figures techniques deviennent les premiers passeurs d'informations. Les géologues présents sur le site décrivent que la scène avec sobriété. Des instruments dépassant leur seuil habituel, des échantillons si purs que certains doutent de leur propre mesure, et une cohérence minéralogique qui ne ressemble à aucun autre gisement répertorié. Leur rôle n'est pas de dramatiser, mais de traduire l'inédit en données compréhensibles pour un État qui doit agir vite. En parallèle, la prise de parole d'Ibrahim Traoré ajoute une ligne directrice. Son intervention télévisée, sans triomphalisme, recentre l'événement sur une dimension collective. Ce que nous tenons n'est pas un don, mais une épreuve. Cette formule se diffuse immédiatement, donnant aux premiers impacts une coloration civique plutôt qu'économique.
Les radios reprennent les mêmes termes, les marchés discutent de responsabilité plutôt que de richesse immédiate. Et dans les villages, les cérémonies spontanées mêlent prudence et gratitude. 2 cas concrets illustrent cette transformation rapide. Dans une université de Ouagadougou, un groupe d'étudiants postdocs en sciences appliquées décide d'organiser un cercle d'études sur la minéralogie locale, convaincus que cette découverte peut redéfinir leur avenir professionnel. Dans une commune rurale proche du Somanger, un conseil local se réunit pour anticiper l'arrivée potentielle d'équipes techniques et établir des règles communautaires de protection des terres. Ce glissement vers l'action montre que les premières heures ne produisent pas seulement de l'enthousiasme, mais une structuration progressive des attentes. Cela signifie que le pays commence déjà à se comporter comme s'il devait répondre à une responsabilité nouvelle. L'avant et l'après se distinguent en quelques minutes seulement. Avant l'alerte, les équipes de prospection suivent une routine millimétrée. Après 9h46, tout change. Les capteurs du drone affichent une anomalie trop dense pour être ignorée. Ce premier déclencheur oblige les géologues à doubler les vérifications, puis à transmettre l'information à Ouagadougou. À midi, un convoi militaire décolle vers le Somanger, preuve que le pays comprend immédiatement que la situation dépasse le cadre scientifique. La zone est bouclée en 4 heures, les communications sont filtrées et les premiers prélèvements entamés. Cette séquence accélérée fixe la cadence d'un récit qui ne ralentira plus. Le haut de la courbe commence dès l'arrivée des experts. Les géologues burkinabés et chinois constatent des concentrations diamantifères d'une continuité inédite. Les instruments saturent, les modèles s'effondrent, et l'équipe reconnaît n'avoir jamais étudié une structure aussi régulière. La réaction internationale suit presque en temps réel. Des notes confidentielles circulent entre Washington, Paris, Pékin et Moscou, où chacun tente d'interpréter ce qui pourrait devenir une bascule géopolitique. Dans la soirée, Ibrahim Traoré apparaît à la télévision nationale. Son ton calme impose un contraste. Il refuse la célébration, appelle à la discipline, rappelle que ce que nous tenons est une épreuve. Cette attitude réoriente l'événement, le transformant en exercice de responsabilité plutôt qu'en victoire spectaculaire. La montée en intensité se poursuit le lendemain. La capitale vibre au rythme de la nouvelle. Les marchés s'animent. Les radios répètent donc les mêmes analyses. Les villages organisent des cérémonies de gratitude. Les observateurs étrangers parlent déjà d'un séisme diplomatique. Les chancelleries tentent de dévaluer les implications stratégiques du gisement pour éviter une flambée des tensions. Pourtant, la perception locale prend une forme différente. Dans les rues, les étudiants brandissent des drapeaux, convaincus que la découverte marque un changement de trajectoire pour leur nation. Les anciens racontent que les ancêtres auraient préservé ce secret jusqu'au moment où le peuple serait prêt à le recevoir. Ce glissement de l'information scientifique vers la cohésion identitaire constitue l'un des tournants majeurs du récit. Les effets d'onde apparaissent ensuite, plus structurants et plus durables. Les premières données chiffrées suggèrent une masse totale pouvant atteindre 14 millions de carats exploitables. Les échantillons montrent un taux de pureté record à 92,7%. Ces chiffres replacent immédiatement le Burkina Faso au centre d'une équation économique mondiale. Les marchés de Dubaï, d'Anvers et de Londres enregistrent une volatilité notable. Les investissements se repositionnent. Les entreprises minières rédigent des propositions. Les gouvernements étrangers analysent les marges d'influence possibles. En parallèle, le pays resserre ses procédures. Interdiction de drones civils, création d'un périmètre de sécurité, multiplication des analyses en laboratoire. Dans ce contexte, la position d'Ibrahim Traoré devient un repère. Son discours rejette à la fois la fuite en avant et la paralysie. Il affirme la nécessité de transformer la découverte en levier national plutôt qu'en objet de convoitise mondiale. Ce choix nuance la montée en tension et prépare les fondations de la phase suivante, où la quantification deviendra centrale.
La compréhension de l'événement change dès que le pays passe d'une impression à une ligne de base mesurée, puis à un delta difficile à ignorer. La première base chiffrée provient des relevés satellites chinois croisés avec les données burkinabè. Environ 14 millions de carats exploitables seraient enfouis sous le Somgand. Ce volume dépasse d'environ 30% le plus grand gisement connu en Afrique australe. Cette différence indique que la découverte modifie l'ordre de grandeur habituel du marché mondial. En ce qui concerne les géologues locaux, cette masse confirme une structure formée sur près de 12 millions d'années, ce qui renforce la cohérence des mesures. Le deuxième chiffre clé concerne la pureté moyenne des échantillons, évaluée à 92,7%. Ce taux constitue un record mondial selon les experts présents sur le terrain. Cette valeur signale que les opérations de transformation pourraient être plus rentables qu'ailleurs. Une pureté aussi élevée limite la perte de matière lors de la taille. Ce paramètre devient essentiel pour déterminer les marges futures de l'industrie nationale. Il marque aussi une différence nette entre cette ressource et d'autres gisements plus hétérogènes. Un troisième indicateur repose sur les projections de la Banque africaine de développement. Selon elle, le PIB national pourrait croître d'environ 6% par an si l'extraction, la taxation et la transformation locale sont maîtrisées. Ce taux de croissance repose sur un ensemble de conditions strictes. Les infrastructures doivent suivre, la gouvernance doit rester stable et les partenariats techniques doivent être équilibrés. Ce scénario ne garantit pas un résultat automatique. Il donne seulement une direction plausible, fondée sur des modèles comparatifs. Ces trois blocs de données dessinent une image plus complète. Les chiffres ne sont pas seulement spectaculaires, ils sont structurants. Ils transforment la découverte en instrument d'analyse plutôt qu'en symbole isolé. En ce qui concerne les décideurs, chaque pourcentage crée une contrainte. En ce qui concerne les partenaires étrangers, chaque carat devient un levier possible. En ce qui concerne la population, chaque estimation nourrit l'idée que le pays entre dans une phase où la précision compte autant que l'espoir. Dans ce cadre, la position d'Ibrahim Traoré reprend une place centrale. Il rappelle que la valeur d'une ressource dépend de l'usage, non du volume brut. Sa prudence vise à éviter que les chiffres ne deviennent une tentation d'aller trop vite. Un développement précipité fragiliserait la maîtrise technologique locale. Les équipes chinoises et russes proposent un encadrement technique. Les États-Unis évoquent une assistance en transparence. Chaque offre comporte une logique stratégique distincte. Face à cette convergence d'intérêts, la présidence choisit une méthode. Les tableaux affichés dans les bureaux du palais recensent que les données, les cartes et les deltas de production potentiels. Les décisions doivent s'appuyer sur l'articulation entre quantité, pureté et rythme d'exploitation. Le ministre de la Planification résume la situation en une phrase. « Nous ne mesurons pas seulement des carats, nous mesurons notre avenir. » Cette approche traduit un changement profond. Le pays passe du récit à la calibration. Ce déplacement ouvre la porte à la partie suivante, où les arguments opposés devront s'affronter avec les mêmes données. Le premier courant d'analyse, porté par les économistes libéraux mentionnés dans les échanges autour du Somgand, défend l'ouverture internationale comme voie la plus rationnelle. Selon eux, un gisement d'une telle ampleur ne peut être exploité efficacement sans capitaux étrangers, ni sans technologie avancée, maîtrisée par quelques puissances industrielles. Leur argument central repose sur la création rapide de richesses. Une intégration directe dans les circuits mondiaux offrirait, d'après leurs calculs, un gain économique supérieur d'environ 30% dans les 5 prochaines années. Dans cette perspective, la coopération internationale est moins une concession qu'une nécessité pragmatique. Elle garantirait une montée en compétences accélérée, une stabilité financière renforcée et une capacité à absorber les chocs d'un marché volatile. Face à cette vision, les partisans de la souveraineté rappellent l'histoire lourde des ressources africaines exploitées sans contrôle local. Ils soutiennent que la véritable richesse ne se situe pas dans la pierre brute, mais dans la compétence nationale. Leur argumentation se structure autour d'un constat.
Un pays qui ne maîtrise pas la transformation et la gouvernance de sa ressource perd sa liberté, même en période de prospérité. Ils évoquent la nécessité de former des ingénieurs, d'établir des industries locales et de protéger les terres. En ce qui concerne eux, l'ouverture sans garde-fou mènerait à une dépendance prolongée. Le risque n'est pas seulement économique, il est identitaire. Dans cette logique, le temps long vaut mieux que le gain immédiat. Entre ces deux lignes opposées, Ibrahim Traoré adopte une position intermédiaire qui ne se contente pas de trancher. Il refuse autant l'autarcie illusoire que la délégation totale. Sa réponse s'apparente à une équation. La souveraineté comme condition de base, la coopération comme levier précis. Cette posture ne cherche ni à flatter un camp, ni à rassurer l'autre. Elle permet plutôt d'intégrer les données chiffrées dans une trajectoire lisible. Les observateurs saluent une lucidité rare dans un contexte où les pressions extérieures se multiplient. Le débat ne s'éteint pas, mais il se calibre autour d'un centre de gravité plus stable, préparant la bascule vers la révélation médiane du récit. Une couche encore plus profonde apparaît. Ce constat, formulé par les géologues après plusieurs jours d'analyse, modifie immédiatement la perception de la découverte. Sous les diamants du Somgand, ils identifient des zones denses contenant des minéraux rares essentiels aux technologies de pointe. La découverte cesse alors d'être seulement géologique. Elle devient stratégique. Le pays n'est plus face à un gisement unique, mais devant une base potentielle pour des industries de nouvelle génération. Ce glissement transforme l'équilibre des forces, car il touche un secteur où la demande mondiale ne cesse de croître. Cette révélation médiane n'est pas annoncée publiquement avec éclat. Elle circule d'abord dans les cercles techniques, puis arrive dans les bureaux de la présidence. Ibrahim Traoré, informé en privé, comprend que cette découverte ajoute une couche de complexité supplémentaire. Le défi n'est plus seulement de contrôler une richesse, mais de maîtriser une filière entière. Les conseillers évoquent alors un changement d'échelle. Si les diamants recomposent l'économie, les minéraux rares pourraient redessiner la place du Burkina Faso dans les alliances mondiales. Ce moment charnière crée une tension nouvelle. Le récit bascule discrètement, mais définitivement. En ce qui concerne la population, la découverte produit d'abord une onde émotionnelle avant de générer des changements tangibles. Dans les rues d'Ouagadougou, les chants patriotiques se répandent et redonnent une cohésion qu'aucune initiative politique récente n'avait réussi à installer. Les villages organisent dans des cérémonies qui mêlent gratitude et prudence, montrant que l'espoir se réactive sans perdre le sens du risque. Les écoles et les universités adaptent leurs cours, encourageant les jeunes à considérer la géologie ou l'ingénierie comme des voies d'avenir. Ce mouvement culturel transforme le rapport du pays à la connaissance technique. En ce qui concerne l'État, l'impact se traduit par une restructuration rapide de ses instruments d'action. La création d'un comité national de supervision minière devient la première pierre d'un contrôle institutionnel renforcé. Les forces armées établissent un périmètre de sécurité autour du Somgand et limitent les communications pour éviter la fuite d'informations sensibles. Le gouvernement établit des axes stratégiques autour de l'éducation, de l'innovation et de la souveraineté, montrant que la découverte n'est pas traitée comme un gain immédiat, mais comme une matrice de transformation. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré adopte un ton ferme, rappelant que la maîtrise du temps politique est aussi importante que la maîtrise du sol. En ce qui concerne du côté des marchés, la réaction est à la fois rapide et largement spéculative. Les places de Dubaï, d'Anvers et de Londres enregistrent une volatilité inédite, signe que les investisseurs tentent d'intégrer les nouvelles informations sans clairvoyance totale. Le prix du diamant grimpe de 22% en 3 semaines, avant de se stabiliser à un niveau élevé, indiquant que la découverte est perçue comme un point de rupture dans l'offre mondiale. Les entreprises minières préparent des propositions tout en prenant en compte la limite nationale fixée à 35% de participation étrangère.
Cette restriction redéfinit les modèles d'entrée possibles pour les acteurs internationaux. En ce qui concerne région, Sahel et voisinage, dans la région, les effets dépassent les frontières du Burkina Faso. Le Niger, le Mali et le Tchad annoncent leurs propres audits miniers, inspirés par l'exemple burkinabé et par l'impact symbolique du Somgand. Une dynamique d'émancipation collective apparaît, nourrie par l'idée que la gestion des ressources doit s'ancrer dans une souveraineté régionale. Les discussions autour d'un fonds commun ou d'une gestion coordonnée deviennent plus plausibles, montrant que la découverte agit comme un catalyseur plutôt qu'un événement isolé. Le Sahel, longtemps décrit uniquement à travers la crise, acquiert une voix différente dans les conversations internationales. Dans le scénario de base, la stabilisation maîtrisée. Le scénario central repose sur une exploitation contrôlée du gisement, adossée à la montée progressive d'infrastructures nationales. Le Burkina Faso poursuit la transformation locale tout en consolidant ses alliances africaines, créant un environnement où les tensions géopolitiques persistent mais restent contenues. Les revenus générés sont réinvestis dans la recherche, l'éducation et la logistique, assurant une continuité sans rupture spectaculaire. Les investisseurs internationaux s'adaptent aux nouvelles règles, privilégiant une présence limitée mais stable dans le pays. Dans cette trajectoire, la prudence technique et l'ordre institutionnel deviennent les deux piliers principaux. Dans le scénario optimiste, la montée en puissance régionale. Dans ce scénario, le consortium panafricain imaginé autour du Sahel prend forme et s'institutionnalise dans les 12 prochains mois. Les pays voisins coordonnent leurs ressources stratégiques et négocient ensemble avec les grandes puissances, donnant naissance à une agence continentale de certification des diamants et minéraux associés. La transparence et la traçabilité deviennent des standards régionaux, renforçant la crédibilité internationale du bloc africain. Le Burkina Faso se transforme en pôle de souveraineté coopérative, tandis que la croissance régionale dépasse les prévisions grâce à une stratégie concertée. Une telle dynamique changerait le rapport de force global, en plaçant l'Afrique sahélienne dans une posture nouvelle face au marché. Dans le scénario pessimiste, la fragmentation sous pression. Le scénario défavorable se produit si les intérêts étrangers et les rivalités internes s'amplifient simultanément. La gouvernance se fissure, les revenus alimentent des circuits opaques et les forces d'influence exploitent chaque division pour affaiblir la cohésion nationale. Les tensions locales s'accumulent autour du Somgand, transformant le gisement en source d'instabilité plutôt qu'en levier de développement. Dans cette hypothèse, la valeur symbolique du diamant s'efface derrière la résurgence d'un cycle de dépendance. Les ambitions annoncées perdraient alors leur portée stratégique, malgré les avertissements répétés d'Ibrahim Traoré. En ce qui concerne ceux qui regardent seulement cette histoire depuis l'extérieur, les répercussions ne se limitent pas à un pays lointain. Elles révèlent 3 façons possibles de se situer face à une transformation de cette ampleur. Le premier groupe, composé de ceux qui cherchent à comprendre les dynamiques économiques, voit dans la découverte du Somgand un laboratoire grandeur nature, un lieu où les chiffres, les institutions et les décisions collectives se recomposent presque en temps réel. Leur intérêt réside dans la manière dont un État jeune articule souveraineté et ouverture, montrant qu'une ressource peut devenir un test de cohérence politique. Le deuxième groupe regroupe les personnes sensibles aux enjeux de société. Elles s'interrogent sur la manière dont une découverte minérale peut modifier le rapport d'un peuple à son avenir. L'effervescence observée dans les rues d'Ouagadougou et dans les villages leur rappelle que certaines transitions naissent d'un simple basculement psychologique lorsque l'espoir prend une forme tangible. En ce qui concerne elles, la question principale porte sur la capacité d'un pays à transformer l'émotion en structure durable. Le troisième groupe rassemble ceux qui observent la géopolitique avec prudence. Ils voient un Sahel qui n'apparaît plus seulement sous l'angle de la crise, mais sous celui de la capacité d'action.
Les réactions de Washington, Paris, Pékin ou Moscou montrent que la découverte repositionne les rapports de force. Il s'intéresse à la manière dont une gouvernance, comme celle défendue par Ibrahim Traoré, peut résister aux pressions multiples tout en gardant une ligne claire. À ces trois groupes, une idée simple peut servir de repère. Suivre comment un pays s'organise lorsqu'il se retrouve confronté à une chance aussi extraordinaire qu'exigeante. Observer cette mécanique sans projeter ses propres attentes devient une manière de comprendre le monde qui se transforme. Le gouvernement établit une feuille de route en 5 étapes pour transformer la découverte en capacité durable. La première étape concerne la maîtrise technique. L'Académie nationale des mines ouvre ses portes afin de former, d'ici 2027, plus de 500 ingénieurs spécialisés en géologie et robotique. Leur rôle sera de devenir les gardiens d'un savoir national plutôt que de simples exécutants. La mesure de progrès se lira dans le nombre et de promotions certifiées et dans la réduction progressive de la dépendance aux équipes étrangères. La deuxième étape porte sur la gouvernance. Une agence indépendante de régulation minière reçoit pour mandat de contrôler les flux, les concessions et les exportations. Chaque transaction doit désormais être validée par une double signature, celle de l'État et celle d'un comité citoyen. L'efficacité de cette étape se mesurera à la stabilité des rapports publics et à la traçabilité complète des opérations. La troisième étape vise la coopération régionale. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger s'accordent pour bâtir un fonds souverain commun. Ce mécanisme permettra de mutualiser les revenus miniers et de financer des infrastructures transfrontalières. Les résultats seront évalués à l'avancement des projets routiers, énergétiques ou scientifiques réalisés en cofinancement. La quatrième étape se concentre sur la durabilité. Une partie des profits est consacrée à la reforestation et à la protection des sols. Le suivi se fera par la surface restaurée annuellement et par la réduction des zones à risque. La cinquième étape touche à la connaissance ouverte. Les données géologiques non sensibles seront mises à disposition pour renforcer la recherche africaine. En ce qui concerne Ibrahim Traoré, cette méthode représente moins une promesse qu'un contrat moral, prouver que la valeur d'une ressource dépend de la manière dont elle élève une société. Au moment où l'année s'achève, le volcan Somgondé reprend la place qu'il occupait dans les premiers instants du récit. Non plus un simple relief de pierre, mais le témoin silencieux d'un basculement collectif. Les géologues qui y avaient étudié, dès les premières heures, des schémas impossibles à modéliser, se souviennent maintenant de la stupeur initiale comme d'un seuil franchi. Les habitants des villages voisins évoquent encore les cérémonies spontanées qui ont accompagné la révélation, comme si la terre avait parlé lorsqu'un peuple s'était enfin remis debout. Ce souvenir rejoint la posture d'Ibrahim Traoré face au volcan lors de la cérémonie symbolique. Sa présence, immobile devant la montagne rouge, reliait les premiers instants d'émotion à l'exigence d'un avenir maîtrisé. Les mots prononcés ce jour-là reprenaient ce qui avait traversé tout le pays. Une ressource n'est pas un aboutissement, mais une épreuve de dignité. Ce retour vers le point d'origine éclaire la route parcourue, comme si le récit lui-même cherchait à comprendre ce qu'il signifie d'être prêt à changer d'échelle. Et dans la lumière du Sahel, une certitude demeure. Le choix appartient toujours à ceux qui se lèvent. Lorsque le silence retombe autour du Somgondé, l'histoire laisse une empreinte qui dépasse la seule découverte minérale. Elle montre comment un pays peut se redresser lorsque l'occasion s'y prête, et comment une ressource devient un miroir qui reflète la part la plus exigeante d'une société. Dans les rues, dans les écoles, et jusque dans les villages les plus éloignés, la même idée circule. Ce qui compte n'est pas ce que la terre dévoile, mais ce qu'un peuple choisit d'en faire. Cette conviction crée un espace où chacun peut interroger sa propre place dans le mouvement en cours. En ce qui concerne ceux qui suivent que le récit depuis l'extérieur, la question n'est pas de juger ou de prévoir, mais d'observer comment une communauté façonne son avenir en refusant la résignation. L'histoire du Somgondé rappelle qu'un changement profond
commence souvent dans la manière dont les citoyens s'approprient leurs propres découvertes.